Bonsoir. Bonsoir les Vikings. Bonsoir à tous. Encore une belle nuit qui s'annonce. Bonsoir Martin, bienvenue. Bienvenue Martin. J'espère que tu vas bien. Allez, commençons. Bienvenue à tous. Bienvenue. Bonsoir Night. Bonsoir. J'attends toujours tes donations Night. Petit clin d'œil à toi. Ah. Eh bien écoute, ça va très bien. Ça va très bien depuis tout à l'heure. Écoute, la journée fut bonne. La journée fut excellente. Et cette nuit s'annonce encore plus excellente car je suis en votre compagnie. Ah, quelle compagnie agréable. Je vous rappelle, nous sommes toujours en train de lire De la Terre à la Lune de Jules Verne. Toujours en train de lire ce beau livre de cet auteur incroyable qui fait voyager, qui fait s'émerveiller les sens, qui fait rêver le monde. Inspiré par beaucoup. Oh, oui, quel bel auteur. Tu sais pas, tu vas voir. Oh, eh bien écoute, j'attends toujours en tout cas. Merci Martin Killer des Bergers, merci beaucoup, merci à toi. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est bien. Bien sûr, un œil le fond, mais oui, bien sûr, ce sont les bougies tétons, exactement, tout à fait. Voilà, bien sûr, totalement, totalement. Ah, toujours la petite musique d'ambiance, hein, vous avez remarqué, toujours cette petite intimité. On ne déroge pas à la règle, voilà, on ne déroge toujours pas à la règle, voilà. J'ai besoin de boire, beaucoup. J'aime beaucoup l'eau, voilà. Je vous propose de ne pas trop attendre. Pourquoi attendre alors que cette histoire, ce chapitre 10 nous tend les bras. Le chapitre 10 qui s'intitule Un ennemi sur 25 millions d'amis. Tu as une très belle qualité de live, la transition, le fond, la qualité de micro, le streamer aussi, tout ça est extraordinaire. Mais merci beaucoup Night, merci à toi. Écoute, on fait avec les moyens du bord, voilà. Bon, ça grince par-ci, par-là, regardez. Ça grince de temps en temps, mais l'envie est là. C'est ce qui est le principal, l'envie est là. L'envie de partager, l'envie d'être avec vous, de partager ce moment au milieu de cette belle nuit. Commençons un tout petit peu, commençons. Voilà, commençons tranquillement. Bonsoir Dilatan. Bonsoir, ça va, mais ça va très bien et toi, ami? Oh, moi je vais très très bien, tu sais. Je vais très bien en début de semaine. La fin de semaine, oh, beaucoup plus triste. Beaucoup plus fatigué. Mais c'est toujours la fin de quelque chose, alors que le début, un commencement. Hello, is Dylan shining? Hello,
Hello, mister. How are you? Très bien. Commençons. Je vous suis du coin de l'œil, ne vous inquiétez pas. Je vous suis du coin de l'œil. Chapitre 10. Un ennemi sur 25 millions d'amis. Le public américain trouvait un puissant intérêt dans les moindres détails de l'entreprise du Gun Club. Il suivait jour par jour les discussions du comité, les plus simples préparatifs de cette grande expérience, les questions de chiffres qu'elle soulevait, les difficultés mécaniques à résoudre, en un mot, sa mise en train, pardon, ça commence mal, oh là là. Vous faites du sport? Oh mon Dieu, le sport. Oui, alors, oui et non. Que veux-tu dire par sport? Un sport d'équipe, un sport dans un club, pas du tout. Voilà, un sport, je fais de temps en temps, mais pas assez, d'après mon médecin, pas assez, d'après moi. Il va falloir remédier à ça. Voilà ce qui le passionnait au plus haut degré. Plus d'un an allait s'écouler entre le commencement des travaux et leur achèvement. Mais ce laps de temps ne devait pas être vide d'émotion. L'emplacement à choisir pour le forage, la construction du moule, la fonte de la colombiade, son chargement très périlleux, c'était là plus qu'il ne fallait pour exciter la curiosité publique. Le projectile, une fois lancé, échapperait au regard en quelques dixièmes de seconde, puis ce qu'il deviendrait, comme il se comporterait dans l'espace, de quelle façon il atteindrait la Lune, c'est ce qu'un petit nombre de privilégiés verraient seuls de leurs propres yeux. Ainsi donc, les préparatifs de l'expérience, les détails précis de l'exécution en constituaient alors le véritable intérêt. Bonsoir, Esmeraldo Vu. Bonsoir à toi. Bonsoir Digital. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Je vais très bien en tout cas. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Oh, je vais reculer un peu ce micro. Voilà. Ainsi donc, les préparatifs de l'expérience, les détails précis de l'exécution constituaient alors le véritable intérêt. Cependant, l'attrait purement scientifique de l'entreprise fut tout d'un coup surexcité par un incident. On sait quelle nombreuse légion d'admirateurs et d'amis le projet Barbicane avait rallié à son auteur. Pourtant, si honorable, si extraordinaire qu'elle fût, cette majorité ne devait pas être l'unanimité. Un seul homme, un seul dans tous les États de l'Union, protesta contre la tentative du Gun Club. Il l'attaqua avec violence à chaque occasion. Et la nature est ainsi faite que Barbicane fut plus sensible à cette opposition d'un seul qu'aux applaudissements de tous les autres. Cependant, il savait bien le motif de cette antipathie, d'où venait cette inimité solitaire, pourquoi elle était personnelle et d'ancienne date, enfin, dans quelle rivalité d'amour-propre elle avait pris naissance. Cet ennemi persévérant, le président du Gun Club ne l'avait jamais vu, heureusement, car la rencontre de ces deux hommes eût certainement entraîné de fâcheuses conséquences. Ce rival était un savant comme Barbicane, une nature fière, audacieuse, convaincue, violente, un pur Yankee. On le nommait le capitaine Nicole, il habitait Philadelphie. Des livres de cours, tu veux dire, Digital? Ah, les livres de cours, non. Les livres de cours, il faut qu'ils me passionnent aussi. Mais alors là, les cours, c'est tellement lointain. Mon Dieu. Mais bon, tu dois avoir des livres de cours comme ça. En audio, je pense. Je ne suis pas sûr.
Eh bien, bonne nuit, dit Nathan. Bonne nuit à toi, ami. Oh, fais de beaux rêves. Oh, fais de beaux rêves et repose-toi bien. Bonne nuit. Ah et oui, mais regarde, oh, la fille, mais elle s'appelle Quincy là, et elle est là, tu l'as demandé Martin. Elle est là pour toi, elle est là pour nous, elle est là. Sur la chaîne de Yoromirim, je te remercie Quincy là. Bienvenue Quincy là, bonsoir à toi. Merci du follow digital, 1402, merci beaucoup ami, merci beaucoup. Personne n'ignore la lutte curieuse qui s'établit pendant la guerre fédérale entre le projectile et la cuirasse des navires blindés. Celui-là destiné à percer celle-ci, celle-ci destinée à ne point se laisser percer. De là une transformation radicale de la marine dans les états des deux continents. Le boulet et la plaque luttèrent avec un acharnement sans exemple, l'un grossissant, l'autre s'épaississant, dans une proportion constante. Les navires, armés de pièces formidables, marchaient au feu, sous l'abri de leur invulnérable carapace. Les Merrimack, les Monitor, les Ram Tennessee, les Wisconsin lançaient des projectiles énormes. Après s'être cuirassés contre les projectiles des autres, ils faisaient à autrui ce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur fît, principe immoral sur lequel repose tout l'art de la guerre. Bonjour Jean-Lucas, bonjour à toi, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Oui, j'aime beaucoup la musique de fond, je suis très musique de base, j'aime beaucoup ça. Je vais très bien Jean-Lucas, merci, merci. Et toi ami, comment vas-tu? Oui, là, nous allons tous bien, je l'espère, en cette belle nuit qui s'annonce. Oh, une très belle nuit, oui. Or, si Barbicane fut un grand fondeur de projectiles, Nicole fut un grand forgeur de plaques. L'un fondait nuit et jour à Baltimore et l'autre forgeait jour et nuit à Philadelphie. Chacun suivait d'un courant d'idées essentiellement opposées. Aussitôt que Barbicane inventa un nouveau boulet, Nicole inventait une nouvelle plaque. Le président du Gun Club passait sa vie à percer des trous. Le capitaine à l'en empêcher. De là, une rivalité de tous les instants qui allait jusqu'aux personnes. Nicole apparaissait dans les rêves de Barbicane sous la forme d'une cuirasse impénétrable contre laquelle il venait se briser. Et Barbicane dans les songes de Nicole comme un projectile qui le perçait de part en part. Cependant, bien qu'ils suivissent deux lignes divergentes, ces savants auraient fini par se rencontrer en dépit de tous les axiomes de géométrie. Mais alors, c'eût été sur le terrain du duel, fort heureusement pour ces citoyens, si utiles à leur pays, une distance de 50 à 60 miles les séparait l'un de l'autre, et leurs amis hérissèrent la route de tels obstacles qui ne se rencontrèrent jamais.
dire ça, je ne savais pas. Je cherche quelqu'un pouvant me faire passer un lien avec chuchotement Twitch. Un lien avec chuchotement. D'accord, eh bien. Je ne sais pas ce que c'est. Je commence juste. Oh là là, ne m'en voulez pas. Panda 5955. Bonsoir Panda. Bonsoir, comment vas-tu? Alors, digital, pour répondre à ta question, je fais essentiellement du streaming. La chaîne YouTube, en fait, je remets quelques moments de stream, tout simplement. Voilà, je ne suis pas du tout youtubeur, je ne suis pas créateur de vidéos. Voilà, je laisse ça aux autres qui ont beaucoup plus de talent que moi. Qu'est-ce que j'ai soif ce soir? Ah oui, j'ai soif. Mon Dieu, mon Dieu. Merci Quatsila, merci beaucoup. Tu peux cliquer sur chuchoter, mais alors du coup qu'est-ce que c'est? C'est que tu envoies des messages comme ça, un peu privés, c'est ça, chuchoter. Oh, la vie est belle, la vie est belle. Ah d'accord, ça permet d'envoyer des messages privés. Eh bien je ne savais pas, d'accord, très bien. Voilà le mode chuchoter pour les messages privés. Tout bien. Merci beaucoup, vous m'apprenez encore tellement. Oh, j'aime. Oui c'est vrai que j'ai pensé à toi quand j'ai versé l'eau. Martin, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, ça va pas tarder. Je reprends maintenant. Lequel des deux inventeurs l'avait emporté sur l'autre? On ne savait trop. Les résultats obtenus rendaient difficile une juste appréciation. Il semblait cependant, en fin de compte, que la cuirasse devrait finir par céder au boulet. Néanmoins, il y avait doute pour les hommes compétents. Aux dernières expériences, les projectiles cylindro-coniques de Barbicane vinrent se figer comme des épingles sur les plaques de Nicole. Non, Knight, non, tu ne vas pas commencer. Je sais très bien, Knight, que ce sont des photons. Voilà, très bien. Merci, Knight. Merci à toi. Au revoir. À bientôt. Voilà, Knight n'est plus parmi nous. Au revoir, Knight. Oh, sacré Knight. Sacré rigolo. Sacré rigolo. Ce jour-là, le forgeur de Philadelphie se crut victorieux et n'eut plus assez de mépris pour son rival, mais quand celui-ci substitua plus tard au boulet conique de simple obus de 600 livres, le capitaine dut en rabattre. En effet, ces projectiles, quoique animés d'une vitesse médiocre, brisèrent, trouèrent, firent voler en morceaux les plaques du meilleur métal. Or, les choses en étaient à ce point. La victoire semblait devoir rester au boulet. Quand la guerre finit le jour même où Nicole terminait une nouvelle cuirasse d'acier forgé, c'était un chef-d'œuvre dans son genre. Elle déviait tous les projectiles du monde. Le capitaine la fit transporter au polygone de Washington. Oh mon Dieu. Mon Dieu, désolé pour la toux. Oh. C'était du rapide. Oui, parce que sinon il n'allait que faire des fausses donations. C'est assez pénible au final. C'est pas très intéressant et je ne sais pas à quoi ça sert. Ne meurs pas. Ah oh, non, je ne vais pas mourir. Mais c'est vrai que je tousse depuis ce matin. Mon Dieu. Oh, ne sois pas malade, Uromir, voyons. Ah voilà, de l'eau passera. Non, je viens de bannir Knight, voilà, pour info. Les pollens sont tout droit, peut-être, les pollens, les fameux pollens. Ah. Elle défiait tous les projectiles du monde. Le capitaine la fuit, transporté au polygone de Washington, en provoquant le président du Gun Club à la briser par Bicane. La paix étant faite, ne voulut pas tenter l'expérience. Alors Nicole, furieux, offrit d'exposer
opposé sa plaque au choc des boulets les plus invraisemblables, plein creux, rond ou conique. Refus du président qui, décidément, ne voulait pas compromettre son dernier succès. Nicole, surexcité par cet entêtement inqualifiable, voulut tenter Barbicane, en lui laissant toutes les chances. Bonsoir Sanji El Cuisto, bonsoir à toi, comment vas-tu? Il proposa de mettre sa plaque à 200 yards du canon. Barbicane de s'obstiner dans son refus. À 100 yards? Pas même à 75, à 50 alors, s'écria le capitaine par la voix des journaux. À 25 yards, ma plaque, et je me mettrai derrière. Barbicane fit répondre que, quand même, le capitaine Nicole se mettait devant. Il ne tirerait pas davantage. Nicole, à cette réplique, ne se contint plus. Il en vint aux personnalités. Il insinua que la poltronnerie était invisible, que l'homme qui refuse de tirer un coup de canon est bien prêt d'en avoir peur, qu'en somme ces artilleurs qui se battent maintenant à 6000 de distance ont prudemment remplacé le courage individuel par les formules mathématiques, et qu'au surplus, il y a tant de bravoure à attendre tranquillement un boulet derrière une plaque qu'elle envoyait dans toutes les règles de l'art. Non, tu n'as rien loupé, Godzilla, tu n'as rien loupé. Je suis en train de lire calmement au milieu de vous. Voilà, tu n'as absolument rien loupé, tout va bien. Merci du follow, merci beaucoup. Kriska, merci du follow, welcome. Balance ta voix. Bonsoir Dantib, bonsoir. Bon, merci du follow Dantib, merci beaucoup. Balance ta voix, balance ta voix, non, pourquoi balancer la voix? La voix n'est-elle pas plus simple, plus douce? Pour rire, merci beaucoup, merci à toi. Je rigole parce que tu me fais rire et c'est ça qui est important, c'est ça le partage. J'aime beaucoup partager. T'es un vrai, toi, balance ton boule. Tu veux dire la boule du canon que je suis en train de lire, c'est ça? À ces insinuations, Barbicane ne répondit rien. Peut-être même ne les connut-il pas, car alors les calculs de sa grande entreprise l'absorbaient entièrement. Lorsqu'il vit sa fameuse communication au Gun Club, la colère du capitaine Nicole fut portée à son paroxysme. Il s'y mêlait une suprême jalousie et un sentiment absolu d'impuissance. Comment inventer quelque chose de mieux que cette columbiade de 900 pieds? Quelle cuirasse résisterait jamais à un projectile de 20 000 livres? Nicole demeura d'abord atterré, anéanti, brisé sous ce coup de canon, puis il se releva et résolut d'écraser la proposition du poids de ses arguments. Alors, pardon, je reprends, t'es un vrai, ouais. Génie, bah génie, mais pourquoi génie? Oh là là, génie, non, je ne suis pas un génie, je ne suis qu'un homme ordinaire, comme vous, voilà, un humain, tout simplement génie, pas du tout. Où va l'argent? Mais quel argent? Mais de quoi parles-tu? Il n'y a pas d'argent ici, il n'y a pas d'argent, rien du tout, voilà. Ah, un troll, point d'interrogation. Oh, je ne sais pas, non, je ne pense pas. Théo, après demain on fait raid sur ton live, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'est un raid, voilà, je ne sais pas du tout ce qu'est un raid, donc explique-moi. De quel... Ouais, je ne sais pas, alors là je ne connais absolument pas les termes, je viens de débuter, je ne sais pas du tout. Ah, Sanji du Age of Empire, demain soir, plutôt demain après-midi je pense, plutôt, le soir je me réserve à l'ASMR, voilà, à cette ambiance, à ce partage. Bien joué, Fred. C'est lorsqu'un streamer déplace les viewers, gens qui regardent son live sur le live. Ah bon, d'accord, oui, bien, très bien, mais je ne sais pas. Alors, non. Pourquoi faire laissons les gens sur le live qu'ils veulent, voilà. Je ne sais pas à quoi sert un raid, du coup, à te faire déplacer
déplacer les viewers. Les viewers se déplacent très bien par eux-mêmes, sans vouloir les influencer. D'accord, très bien, je ne sais pas, écoute, pourquoi pas. En tout cas, mais la proposition me paraît bonne ou pas, je ne sais pas. DJ Benz, je ne sais pas qui c'est. Une communauté étrange. Qu'appelles-tu une communauté étrange, Wanzilla? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, en fait, ok, d'accord, en fait, quand tu arrêtes de streamer, tu te demandes à tes follow d'aller voir, à ton chat d'aller voir un autre streamer, d'accord. Très bien, mais c'est très bien ça, c'est très bien. D'accord, il faudra que je me renseigne pour quand j'arrête de streamer, de vous faire part, du coup, d'aller voir quelqu'un d'autre, je ne sais pas, je ne vois très peu de live d'autres personnes. Je peux les déplacer moi-même, d'accord, très bien. Faudra que je me renseigne comment je peux faire. Merci Martin, merci si tu peux t'informer, sinon ne t'inquiète pas, ne t'embête pas, profite, j'irai googler mon ami. Je ne connais pas Animal Crossing, je vois parce que j'ai vu quelques vidéos YouTube, mais je ne connais pas. Merci à toi, LOLS00S. Je ne sais pas comment on peut le prononcer, mais merci à toi en tout cas. Bienvenue, ami, bienvenue. Ah, mais oui, d'accord, oui, s'il y a des streams pas connus. Avec plaisir, Martin, avec plaisir, bien sûr. Ah, du tapping, c'est pour toi. Godzilla, le tapping. J'utilise un micro Audio Technica, la T2020 pour être précis. Oui, j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup Audio Technica, voilà, j'aime beaucoup. Marque de référence, marque de sûreté dans le matériel audio et hi-fi. Après, ce n'est pas le plus cher, hein. Il y a des micros tellement chers, tellement chers. Non, moi j'ai un micro que j'aime beaucoup, voilà. Il attaqua donc très violemment les travaux du Gun Club. Il publia nombre de lettres que les journaux ne se refusèrent pas à reproduire. Il
essaya de démolir scientifiquement l'œuvre de Barbicane. Une fois la guerre entamée, il appela à son aide des raisons de tout ordre, et à vrai dire, trop souvent spécieuses et de mauvaise aloi. D'abord, Barbicane fut très violemment attaqué dans ses chiffres. Nicole chercha à prouver par A plus B la fausseté de ses formules, et il l'accusa d'ignorer les principes rudimentaires de la balistique. Entre autres erreurs, et suivant ses calculs à lui, Nicole était absolument impossible d'imprimer à un corps quelconque une vitesse de 12 milliards par seconde. Le Blue Yeti, oui, j'ai hésité au tout début à acheter un Blue Yeti. Mais bon, je suis parti sur celui-ci, je ne suis pas du tout déçu de la qualité, de l'encombrement, Voilà, j'aime beaucoup. Alors, il soutint, d'accord, ok, je vois maintenant. Il soutint l'algèbre à la main que, même avec cette vitesse, jamais un projectile aussi pesant ne franchirait les limites de l'atmosphère terrestre. Il n'irait seulement pas à 8 lieues, mieux encore. En regardant la vitesse comme acquise, en la tenant pour suffisante, l'obus ne résisterait pas à la pression des gaz développée par l'inflammation de 1600 000 livres de poudre. Et résista-t-il à cette pression? Du moins, il ne supporterait pas une pareille température. Il fondrait à sa sortie de la Columbiad et retomberait en pluie bouillante sur le crâne des imprudents spectateurs. Barbicane, à ces attaques, ne sourcilla pas et continua son œuvre. Alors Nicole prit la question sous d'autres faces, sans parler de son inutilité à tous les points de vue. Il regarda l'expérience comme fort dangereuse, et pour les citoyens qui autoriseraient de leur présence un aussi condamnable spectacle, et pour les villes voisines de ce déplorable canon, il fit également remarquer que, si le projectile n'atteignait pas son but, résultat absolument impossible, il retomberait évidemment sur la Terre, et que la chute d'une pareille masse, multipliée par le carré de sa vitesse, compromettrait singulièrement quelques points du globe. Donc, en pareille circonstance, et sans porter atteinte aux droits de citoyens libres, il était des cas où l'intervention du gouvernement devenait nécessaire. Il ne fallait pas engager la sûreté de tous pour le bon plaisir d'un seul. Bonsoir. Alors comment dire ton nom sans vraiment le STR Paid B. Oh, vous avez des pseudos très difficiles, mais bon, j'essaye. Stripe, ok. Très bien. Bonsoir Stripe. Bonsoir à toi. Comment vas-tu? Oh la petite toux. Oh, je suis déshonneur, je suis désolé. Eh bien tant mieux ami, bienvenue sur ce live. Détends-toi, prends place, bois un verre. Voilà, nous sommes ensemble, tranquilles. On voit à quelle exagération se laissait entraîner le capitaine Nicole. Il était seul de son opinion. Aussi, personne ne tint compte de ses malencontreuses prophéties. On le laissa donc crier à son aise, et jusqu'à s'époumoner, puisque cela lui convenait. Il se faisait le défenseur d'une cause perdue d'avance. On l'entendait, mais on ne l'écoutait pas, et il n'enleva pas un seul admirateur au président du Gun Club. Celui-ci, d'ailleurs, ne prit même pas la peine de rétorquer les arguments de son rival. Nicole, acculé dans ses derniers retranchements, et ne pouvant même pas payer de sa personne dans sa cause, résolut de payer de son argent. Il proposa donc, publiquement, dans l'Enquirer de Richmond, une série de paris conçus en ces termes et suivant une proportion croissante. Il paria petit 1 que les fonds nécessaires à l'entreprise du Gun Club ne seraient pas faits si $1000.
c'est un texte où il faut décrire. Stripe YouTube, mon ami. Hello Naos YouTube, bonsoir, comment vas-tu? Je vais passer ce petit texte là sur les paris, d'accord? Bon, ça c'est chiant. Ah, voilà. On le voit, c'était une somme importante que risquait le capitaine dans son invincible entêtement. Il ne s'agissait pas moins de 15 000 $. Malgré l'importance du pari, le 19 mai, il reçut un pli cacheté d'un laconisme superbe et conçu en ces termes. Baltimore, le 18 octobre, tenu Barbicane. C'est la fin du chapitre 10. Ça va très bien, ça va très bien. Ça va très bien, Naos. Parfaitement, parfaitement bien. Je n'ai plus d'eau, hein, mon Dieu, Martin, tu vas devoir aller aux toilettes, je suis désolé. Des youtubeurs ce soir, et bien bienvenue, amis youtubeurs, bienvenue à vous. Ah, eh oui, Martin, je rebois malheureusement. Ah oui, les allumettes. Ah, les fameuses allumettes. Ah là là. Salut Lednosaur, comment vas-tu? Orikyu, hello, bonsoir. Comment ça va? Eh bien, je vais très bien, Lednosaur. Et toi? Et toi, comment vas-tu, ami? Bienvenue, installe-toi. C'est une boîte d'allumettes. Je ne fume pas, je n'ai pas de cigarette. Voilà, mais j'ai les allumettes pour la cuisine et pour allumer les bougies, pour allumer toutes sortes de choses. J'aime beaucoup la flamme. Merci beaucoup, Stripe, merci beaucoup, merci à toi. Le dinosaure, très bien, le dinosaure. Eh bien oui, Orokyo, et oui, tu as raison, la SMR, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. C'est apaisant, ah la lumière du feu, la lumière divine tout simplement, ah quel plaisir, quel plaisir. Merci du follow, Hugo 13 RJT. Je ne sais pas comment on prononce, mais merci du follow Hugo, bienvenue à toi ami.
installe-toi bien. Ah, la lumière du feu. J'aime beaucoup le craquage d'allumettes, ce début de flamme incroyable. Pas de soucis Martin, pas de soucis, voilà, ne t'inquiète pas, tout va bien, reviens quand tu peux. Ne t'inquiète pas Martin, ne t'inquiète pas, il y aura d'autres lives. Oh, ne t'inquiète pas ami, tout va bien. Règle tes soucis, ne t'inquiète pas, tout va bien. Oh, il va faire tout noir, eh bien, oh si, tu sais très bien que nous avons tous cette référence. Ah, des grenouilles, ah. Un petit étang, oh mais c'est magnifique ça. Tu as beaucoup de chance Manzilla. Profite du son de la nature, tu as bien raison. Eh bien, oh, ne demande rien d'autre. Oh, endors-toi paisiblement. Mais bien le retour Martin, bien le retour. Nous allons commencer le chapitre 11. Oh là là, oui, je pense qu'il y a beaucoup de micros très chers, Stripe. Thank you, the Flow Adelaide. Bonsoir à toi, merci du following, merci beaucoup.
bonsoir à toi surtout. Bonsoir. Moi je vous laisse deviner, mon âge. Voilà, je ne dis rien, je reste secret. Oh, le secret quelquefois est une vertu. Oh, et bien bon anniversaire en retard, Orokyo. Bon anniversaire en retard. Oui, je vois très bien le micro avec les oreilles. Oh, je trouve ça tellement bizarre. Et puis, les streameuses qui lèchent à l'intérieur. Alors, s'il y a bien quelque chose que je ne pourrais pas faire, c'est bien ça. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais bon, chacun son truc. Pas de soucis, je ne juge pas, je ne regarde pas tout simplement. Et voilà, je suis tranquille. Non, nous allons commencer le chapitre 11. Oh mon dieu, j'ai dû dire le chapitre 10. Pas du tout, pas du tout. Nous en sommes au chapitre 11. Floride et Texas. Ah, je ne sais pas, d'après vous, quel âge j'ai. Oh mon dieu, oh mon dieu. 25, oh c'est gentil Martin, c'est bien. Oh Orokyo, tu me donnes déjà 36. Oh, je suis si vieux, si vieux. Commençons le chapitre 11. Cependant, une question restait encore à décider. Il fallait choisir un endroit favorable à l'expérience. Suivant la recommandation de l'observatoire de Cambridge, le tir devait être dirigé perpendiculairement au plan de l'horizon, c'est-à-dire vers le zénith. Or, la Lune ne monte au zénith que dans les lieux situés entre 0 degré et 28 degrés de latitude. En d'autres termes, sa déclinaison n'est que de 28 degrés. Il s'agissait donc de déterminer exactement le point du globe où serait fondue l'immense Columbiade. Dès la pluie. Pourquoi quel âge as-tu? Quentilla, quel âge as-tu? Pourquoi la plus vieille? Non, je suis le plus vieux, je peux vous le dire. Presque la plus vieille. 21, oh, elle n'est pas du tout vieille, voyons. Oh mon dieu. Le 20 octobre, le Gun Club étant réuni en séance générale, Barbie Kane apporta une magnifique carte des États-Unis de Z. Beltrop. Mais, sans lui laisser le temps de la déployer, J.D. Manston avait demandé la parole avec sa véhémence habituelle, et parlait en ces termes. Honorable collègue, la question qui va se traiter aujourd'hui a une véritable importance nationale, et elle va nous fournir l'occasion de faire un grand acte de patriotisme. Les membres du Gun Club se regardèrent sans comprendre où l'orateur voulait en venir. Aucun de vous, reprit-il, n'a la pensée de transiger avec la gloire de son pays, et s'il est un droit que l'Union puisse revendiquer, c'est celui de receler dans ses flancs le formidable canon du Gun Club. Or, dans les circonstances actuelles, brave Maston, dit le président. Permettez-moi de développer ma pensée, reprit l'orateur. Dans les circonstances actuelles, nous sommes forcés de choisir un lieu assez rapproché de l'équateur pour que l'expérience se fasse dans de bonnes conditions. Si vous voulez bien, dit Barbicane, je demande la libre discussion des cités, répliqua le bouillant J.D. Maston, et je soutiens que le territoire duquel s'élancera notre glorieux projectile doit appartenir à l'Union. Mais non, tu n'es pas vieille, mais non. Ah, de moi, oh là là. En tout cas, j'ai plus de 30 ans. Voilà tout. Sans doute, répondirent quelques membres. Eh bien, puisque nos frontières ne sont pas assez étendues, puisqu'au sud, l'océan nous oppose une barrière infranchissable, puisqu'il nous faut chercher au-delà des États-Unis et dans un pays limitrophe, ce 28e parallèle, c'est là un casus belli légitime, et je demande que l'on déclare la guerre au Mexique. Mais non, s'écria-t-on de toutes parts. Non, répliqua J.D. Maston. Voilà un mot que je m'étonne d'entendre dans cette enceinte. Mais écoutez donc, jamais,
s'écria le fougueux orateur. Tôt ou tard, cette guerre se fera, et je demande qu'elle éclate aujourd'hui même. Maston, dit Barbicane en faisant détonner son teint en réfracra, je vous retire la parole. Maston voulut répliquer, mais quelques-uns de ses collègues parvinrent à le contenir. Je conviens, dit Barbicane, que l'expérience ne peut et ne doit être tentée que sur le sol de l'Union, mais si mon impatient ami m'eût laissé parler, s'il eût jeté les yeux sur une carte, il saurait qu'il est parfaitement inutile de déclarer la guerre à nos voisins. Car certaines frontières des États-Unis s'étendent au-delà du 28e parallèle. Voyez, nous avons à notre disposition toute la partie méridionale du Texas et des Florides. On a atteint les 10 viewers. Eh bien oui, eh bien bah tant mieux, tant mieux. Yoromir, pour le raid, j'ai trouvé une personne. Ah, eh bien voilà, fais partager, bien sûr, bien sûr. Je ne sais toujours pas comment ça fonctionne, hein, je préfère prévenir, mais, avec plaisir. Ah, ça fait pas de bruit, dommage. Ah. Thank you for following, Kematis. Merci à toi, bienvenue ami. Prends place, welcome. Bonsoir, bonsoir, Kematis. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir, Deloc. Bonsoir, ami. Comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie, ça va très bien. Je suis en très bonne compagnie. Voilà, je lis un livre, tout va bien, tout va bien. Ah, merci Gwanzilla, merci. Oh là, vous êtes génial, vous êtes génial. Vous êtes géniaux, pardon, vous êtes géniaux. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, oui, merci. Je suis la mascotte, mais vous êtes tous des mascottes. Oh, vous êtes tous des mascottes.
vous êtes tous là, c'est beau. Pour Martin. Oui, il va retourner faire pipi. Quelle petite toi hein, qui t'a poussé à te mettre au stream ASMR? Eh bien, je suis tombé dessus. Par hasard. Je sais plus, je pense que c'était une Russe qui faisait ça. Avec forcément l'énorme micro aux oreilles. Et elle léchait et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, après, elle a fait des petits bruits. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, eh bien, pourquoi pas le faire aussi? Mais je ne me voyais pas faire des bruits pendant des heures et des heures. Et j'avais besoin de lire. Et du coup, tilt, pourquoi pas lire? Pourquoi pas ne pas faire partager l'accent français, la langue française à vous, aux étrangers, voilà, qui de passage, qui apprécieront entendre un accent français, une voix française, voilà, pourquoi pas. Tu peux frotter tes mains, d'accord. Frotter mes mains, oh, d'accord, pourquoi pas. C'est une très bonne initiative, il y a pas de streamer qui se perfectionne dans l'art de lire. Oui, après, est-ce que c'est un art de lire? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'apaise, ça. Voilà, je passe depuis... C'est la quatrième nuit. Je passe des nuits agréables, voilà. Reprenons la lecture, tout doucement, calmement, ensemble. Oh, la nuit est belle. Maston, dit Barbicane, en faisant détonner son timbre avec fracas, je vous retire la parole. Maston voulut répliquer. Ah mais ça j'ai déjà lu. J'ai déjà lu, mon Dieu, j'en suis où? Voilà, c'est là, pardon. Qui ne tente rien à rien. Exactement, tout à fait. Il faut savoir retranscrire la passion de l'auteur, lire en comprenant et en faisant comprendre. Tu t'en sors très bien d'ailleurs. Merci beaucoup, Gwenzilla. Merci beaucoup, j'essaye à mon humble niveau de faire partager ce beau livre. Le 28e parallèle, à sa rencontre avec la côte américaine, traverse la péninsule de la Floride et la divise en deux parties à peu près égales. Puis, se jetant dans le golfe du Mexique, il sous-tend l'arc formé par les côtes de l'Alabama, du Mississippi et de la Louisiane. Alors, abordant le Texas, dont il coupe un angle, il se prolonge à travers le Mexique, franchit la Sonora, enjambe la vieille Californie et va se perdre dans les mers du Pacifique. Il n'y avait donc que les portions du Texas et de la Floride, situées au-dessous de ce parallèle, qui fussent dans les conditions de latitude recommandées par l'observatoire de Cambridge. La Floride, dans sa partie méridionale, ne compte pas de cités importantes. Elle est seulement hérissée de forts élevés contre les Indiens errants. Une seule ville, Tampa Town, pouvait réclamer en faveur de sa situation et se présenter avec ses droits. Au Texas, au contraire, les villes sont plus nombreuses et plus importantes. Corpus Christi, dans le county de Nueces, et toutes les cités situées sur le Rio Bravo, Laredo, Comalit, San Ignacio, dans le Webb, Roma, Rio Grande City, dans le Star, Edinburgh, dans l'Hidalgo, Santa Rita, El Panda, Brownsville, dans le Cameroun, formèrent une ligne imposante contre les prétentions de la Floride. Aussitôt, la décision à peine connue, les députés texiens et floridiens arrivèrent à Baltimore par le plus court. À partir de ce moment,
Le président Barbicane et les membres influents du Gun Club furent assiégés jour et nuit de réclamations formidables. Si 7 villes de la Grèce se disputèrent l'honneur d'avoir vu naître Homère, 2 États tout entiers menaçaient d'en venir aux mains à propos d'un canon. Alors, une affiche, une sorte de planning, c'est ça, Martin. Bien, pourquoi pas si tu as des talents dans ce domaine, avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Mais voilà, je ne veux pas te faire perdre ton temps. Voilà, le temps est important pour chaque personne. Voilà, si tu as autre chose à faire, pas de souci. Puis je ne sais pas, je live le soir, voilà, à partir de minuit, mais la journée, je live à n'importe quelle heure, je n'ai pas d'horaire fixe. On vit alors ces frères féroces se promener en armes dans les rues de la ville. À chaque rencontre, quelques conflits étaient à craindre, qui auraient eu des conséquences désastreuses. Heureusement, la prudence et l'adresse du président Barbicane conjurèrent ce danger. Les démonstrations personnelles trouvèrent un dérivatif dans les journaux des divers États. Ce fut ainsi que le New York Herald et la Tribune soutinrent le Texas, tandis que le Times et l'American Review prirent fait et cause pour les députés floridiens. Les membres du Gun Club ne savaient plus auquel entendre. Le Texas arrivait fièrement avec ses 26 comtés qu'il semblait mettre en batterie, mais la Floride répondait de 12 comtés pouvaient plus que 12 comtés pouvaient plus que 26, dans un pays 6 fois plus petit. Le Texas se targuait fort de ses 330 000 indigènes, mais la Floride, moins vaste, se vantait d'être plus peuplée avec 56 000. D'ailleurs, elle accusait le Texas d'avoir une spécialité de fièvre paludéenne qui lui coûtait, bon an mal an, plusieurs milliers d'habitants. Et elle n'avait pas tort. Oui, tu l'affiches publiquement, etc. Non, ne t'inquiète pas, j'ai le temps. Eh bien, écoute, pourquoi pas, oui, avec plaisir. Eh bien, endors-toi, Gwanzilla, endors-toi, fais de beaux rêves, fais de beaux rêves. Que la nuit soit douce. À son tour. Pardon, oh là là, j'ai encore loupé une phrase, mon Dieu. D'ailleurs, ajoutez les textions, pour l'organe du New York Herald, on doit des égards à un État où pousse le plus beau coton de toute l'Amérique, un État qui produit le meilleur chêne vert pour la construction des navires, un État qui renferme de la houille superbe et des mines de fer dont le rendement est de 50% de minerais purs. À cela, l'American Review répondait que le sol de la Floride, sans être aussi riche, offrait de meilleures conditions pour le moulage et la fonte de la columbiade, car il était composé de sable et de terre argileuse. Bonne nuit à toi, Gwanzilla, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Fais de beaux rêves, à très vite, bonne nuit. Mais reprenez les dictions. Avant de fondre quoi que ce soit dans un pays, il faut arriver dans ce pays. Or, les communications avec la Floride sont difficiles, tandis que la côte du Texas offre la baie de Galveston, qui a 14 lieues de tour et qui peut contenir les flottes du monde entier. Bon, répétez les journaux dévoués aux Floridiens, vous nous la donnez belle. Avec votre baie de Galveston située au-dessus du 29e parallèle, n'avons-nous pas la baie d'Espiritu Santo, ouverte précisément sur le 28e degré de latitude et par laquelle les navires arrivent directement à Tampa Town? Jolie baie, répondait le Texas. Elle est à demi ensablée. Ensablée vous-même, s'écria la Floride. Ne dirait-on pas que je suis un pays de sauvages? Ma foi, les Séminoles courent encore vos prairies. Eh bien, et vos Apaches et vos Comanches sont-ils donc civilisés? La guerre se soutenait ainsi depuis quelques jours quand la Floride essaya d'entraîner son adversaire sur un autre terrain, et un matin, le Times
insinua que l'entreprise étant essentiellement américaine, elle ne pouvait être tentée que sur un territoire essentiellement américain. Je m'occupe de l'accueil. Ah, eh bien merci Martin, merci à toi ami, merci. À ces mots, le Texas bondit. Américain, s'écria-t-il. Ne le sommes-nous pas autant que vous? Le Texas et la Floride n'ont-ils pas été incorporés tous les deux à l'Union en 1845? Sans doute, répondit le Times, mais nous appartenons aux Américains depuis 1820. Je le crois bien, répliqua la Tribune. Après avoir été espagnol ou anglais pendant 200 ans, on vous a vendu aux États-Unis pour 5 millions de dollars. Et qu'importe, répliquèrent les Floridiens, devons-nous en rougir? En 1803, n'a-t-on pas acheté la Louisiane à Napoléon au prix de 16 millions de dollars? C'est une honte, s'écrièrent alors les députés du Texas. Un misérable morceau de terre comme la Floride ose se comparer au Texas qui, au lieu de se vendre, s'est fait indépendant lui-même, qui a chassé les Mexicains le 2 mars 1836, qui s'est déclaré république fédérative après la victoire remportée par Samuel Houston au bord du San Jacinto sur les troupes de Santa Anna, un pays enfin qui s'est adjoint volontairement aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'il avait peur des Mexicains, répondit la Floride. Peur. Du jour où ce mot, vraiment trop vif, fut prononcé, la position devint intolérable. On s'attendit à un égorgement des deux parties dans les rues de Baltimore, où on fut obligé de garder les députés à vue. Bonsoir, Hits 115. Hola, hola, comment vas-tu? Ah, bienvenue, welcome, welcome.
Oui, je tente des choses, je tente des bruits, je teste. Je me sens un peu ingénieur du son, tu sais. Nous allons poursuivre. Le président Barbicane ne savait où donner de la tête. Les notes, les documents, les lettres, grosses de menaces, pleuvaient dans sa maison. Quel parti devait-il prendre au point de vue de l'approbation du sol, de la facilité des communications, de la rapidité des transports? Les droits des deux États étaient véritablement égaux. Quant aux personnalités politiques, elles n'avaient que faire dans la question. Or, cette hésitation, cet embarras durait déjà depuis longtemps. Quand Barbicane résolut d'en sortir, il réunit ses collègues, et la solution qu'il leur proposa fut profondément sage, comme on va le voir. En considérant bien, dit-il, ce qui vient de se passer entre la Floride et le Texas, il est évident que les mêmes difficultés se reproduiront entre les villes de l'État favorisées. La rivalité descendra du genre à l'espèce, de l'État à la cité, et voilà tout. Or, le Texas possède 11 villes dont les conditions voulues qui se disputeront l'honneur de l'entreprise et nous créerons de nouveaux ennuis, tandis que la Floride n'en a qu'une. Va donc pour la Floride et pour Tampa Town. Ah d'accord, souffler, hein, tu veux dire comme ceci. C'est vrai que ça détend, c'est vrai, il est vrai. Cette décision, rendue publique, enterra les députés du Texas. Ils entrèrent dans une indescriptible fureur et adressèrent des provocations nominales aux différents membres du Gun Club. Les magistrats de Baltimore n'eurent plus qu'un parti à prendre et ils le prirent. On fit chauffer un train spécial, on y embarqua les Texiens, bon gré mal gré, et ils quittèrent la ville avec une rapidité de 30 miles à l'heure. Mais si vite qu'ils fussent emportés, ils eurent le temps de jeter un dernier et menaçant sarcasme à leur adversaire. Faisant allusion au peu de largeur de la Floride, simple presqu'île resserrée entre deux mers, ils prétendirent qu'elle ne résisterait pas à la secousse du tir et qu'elle sauterait au premier coup de canon. Eh bien, qu'elle saute, répondirent les Floridiens avec un laconisme digne des temps antiques. Nous avons fini le chapitre 11. Ah, quel beau livre, quel beau livre. Ah, je suis ravi de lire ce livre, je suis ravi.
Merci Martin, oui, bienvenue à tous. Ah, je tousse, alors excusez-moi, je tousse. Nous allons commencer le chapitre 12. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous lisons De la Terre à la Lune de Jules Verne. Je vais couper le micro 2 secondes, je vais tousser très fort. Me revoilà. Ah, ça fait du bien de tousser. Ah, on se sent mieux. Du coup, De la Terre à la Lune de Jules Verne, nous sommes au chapitre 12. Nous commençons le chapitre 12 qui s'intitule Urpi et Orpi. Les difficultés astronomiques, mécaniques, topographiques, une fois résolues, vint la question d'argent. Il s'agissait de se procurer une somme énorme pour l'exécution du projet. Nul particulier, nul État même, n'aurait pu disposer des millions nécessaires. Le président Barbicane prit donc le parti, bien que l'entreprise fût américaine, d'en faire une affaire d'un intérêt universel et de demander à chaque peuple sa coopération financière. C'était à la fois le droit et le devoir de toute la Terre d'intervenir dans les affaires de son satellite. La souscription ouverte dans ce but s'étendit de Baltimore au monde entier, Urpi et Orpi. Cette souscription devait réussir au-delà de toute espérance. Il s'agissait cependant de sommes à donner, non à prêter. L'opération était purement désintéressée dans le sens littéral du mot et n'offrait aucune chance de bénéfice. Mais l'effet de la communication, Barbicane ne s'était pas arrêté aux frontières des États-Unis. Il avait franchi l'Atlantique et le Pacifique, envahissant à la fois l'Asie et l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Les observatoires de l'Union se mirent en rapport immédiat avec les observatoires des pays étrangers. Les uns, ceux de Paris, de Saint-Pétersbourg, du Cap, de Berlin, d'Altona, de Stockholm, de Varsovie, de Hambourg, de Bude, de Bologne, de Malte, de Lisbonne, de Bénarès, de Madras, de Pékin, firent parvenir leurs compliments au Gun Club. Les autres gardèrent une prudente expectative. Quant à l'observatoire de Greenwich, approuvé par les 22 autres établissements astronomiques de la Grande-Bretagne, il fut net. Il n'y a hardiment la possibilité du succès et se rangea aux théories du capitaine Nicole. Aussi, tandis que diverses sociétés savantes promettaient d'envoyer des délégués à Tampa Town, le bureau de Greenwich, réuni en séance, passa brutalement à l'ordre du jour sur la proposition Barbicane. C'était là de la belle et bonne jalousie anglaise, pas autre chose. En somme, l'effet fut excellent dans le monde scientifique, et de là, il passa parmi les masses qui, en général, se passionnèrent pour la question, fait d'une haute importance, puisque ces masses allaient être appelées à souscrire un capital considérable. Le président Barbicane, le 8 octobre, avait lancé un manifeste empreint d'enthousiasme et dans lequel il faisait appel à tous les hommes de bonne volonté sur la terre. Ce document, traduit en toutes langues, réussit beaucoup. Les souscriptions furent ouvertes dans les principales villes de l'Union pour se centraliser à la banque de Baltimore, 9 Baltimore Street. Puis on souscrivit dans les différents États des 2 continents. À Vienne, chez SM de Rothschild, à Saint-Pétersbourg, chez Stillklitz & Cie, à Paris, au Crédit Immobilier, à Stockholm, chez Todis et Arforedson, à Londres, chez NM de Rothschild & Fils,
à Turin, chez Ardouin et compagnie. À Berlin, chez Mendelssohn, à Genève, chez Lombard, à Constantinople, à la Banque ottomane, à Bruxelles, chez S. Lambert, à Madrid, chez Daniel Welver. 3 jours après le manifeste du président Barbicane, 4 millions de dollars étaient versés dans les différentes villes de l'Union. Avec un pareil acompte, le Gun Club pouvait déjà marcher. Mais quelques jours plus tard, les dépêches apprenaient à l'Amérique que les souscriptions étrangères se couvraient avec un véritable empressement. Certains pays se distinguaient par leur générosité, d'autres se desserraient moins facilement. Affaire de tempérament, du reste. Les chiffres sont plus qu'éloquents que les paroles, et voici l'état officiel des sommes qui furent portées à l'actif du Gun Club après souscription close. La Russie versa pour son contingent l'énorme somme de 368 703 roubles. Pour s'en étonner, il faudrait méconnaître le goût scientifique des Russes et le progrès qu'ils impriment aux études astronomiques grâce à leurs nombreux observatoires dont le principal a coûté 2 millions de roubles. Sherlock TV. Pour tout... D'accord, ok, je ne connais pas Sherlock TV, mais pourquoi pas, que fait-il Sherlock TV? Il fait de la SMR aussi du coup. La France commença par rire de la prétention des Américains. La Lune servit de prétexte à 1000 calembours usés et à une vingtaine de vaudevilles, dans lesquels le mauvais goût le disputait à l'ignorance. Mais de même que les Français payèrent jadis après avoir chanté, ils payèrent cette fois après avoir ri. Ils souscrivirent pour une somme de 1253 930 francs. À ce prix-là, ils avaient bien le droit de s'égayer un peu. L'Autriche se montra suffisamment généreuse. Au milieu de ses fracas financiers, sa part s'éleva dans la contribution publique à la somme de 216 000 florins, qui furent les bienvenus. 52 000 riksdaler, telle fut la pointe de la Suède et de la Norvège. Le chiffre était considérable relativement au pays. Considérable relativement au pays. Mais il eût été certainement plus élevé si la souscription avait eu lieu à Christiania en même temps qu'à Stockholm, pour une raison ou pour une autre. Les Norvégiens n'aiment pas envoyer leur argent en Suède. ASMR live jusqu'à 5h du matin. Ah oui, d'accord, lui, il est vraiment toute la nuit. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. La Prusse, par un envoi de 250 000 thalers, témoigna de sa haute approbation pour l'entreprise. Ces différents observatoires contribuèrent avec empressement pour une somme importante et furent les plus ardents à encourager le président Barbicane. La Turquie se conduisit généreusement, mais elle était personnellement intéressée dans l'affaire. La Lune, en effet, règle le cours de ces années et son jeûne du Ramadan. Elle ne pouvait faire moins que de donner 1 372 640 piastres. Et elle les donna avec une ardeur qui dénonçait cependant une certaine pression du gouvernement de la Porte. La Belgique se distingua entre tous les États de second ordre par un don de 513 000 francs, environ 12 centimes par habitant. La Hollande et ses colonies s'intéressèrent dans l'opération pour 110 000 florins, demandant seulement qu'il leur fût fait une bonification de 5% d'escompte, puisqu'elle payait comptant. Le Danemark, un peu restreint dans son territoire, donna cependant 9 000 ducats fins, ce qui prouve l'amour des Danois pour les expéditions scientifiques. La Confédération germanique s'engagea pour 34 285 florins. On ne pouvait rien lui demander de plus. D'ailleurs, elle n'eût pas donné davantage.
journée, tu vois, pour qu'il voit, et puis que moi je vois comment fonctionnent les raids, etc. Je pense que ça sera mieux dès demain. Dès demain, nous serons opérationnels pour ça. Bonsoir, It's Eight. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toi. Tout va bien, Martin, merci beaucoup. Oh, mais de rien, It's Eight, bienvenue. Nous allons reprendre la lecture. Quoique très gêné, l'Italie trouva 200 000 livres dans les poches de ses enfants. Mais en retour, si elle avait dû la Vénétie, elle aurait fait mieux. Mais enfin, elle n'avait pas la Vénétie. Les États de l'Église ne crurent pas devoir envoyer moins de 7040 écus romains. Et le Portugal poussa son dévouement à la science jusqu'à 30 000 crusades. Quant au Mexique, ce fut le dernier de la veuve, 86 piastres fortes. Mais les empires qui se fondent sont toujours un peu gênés. 257 francs, tel fut l'apport modeste de la Suisse dans l'œuvre américaine. Il faut le dire franchement, si la Suisse ne voyait point le côté pratique de l'opération, il ne lui semblait pas que l'action d'envoyer un boulet dans la Lune fut de nature à établir des relations d'affaires avec l'astre des nuits, et il lui paraissait peu prudent d'engager ses capitaux dans une entreprise aussi aléatoire. Après tout, la Suisse avait peut-être raison. Quant à l'Espagne, il lui fut impossible de réunir plus de 110 réaux. Elle donna pour prétexte
qu'elle avait ses chemins de fer à terminer. La vérité est que la science n'est pas très bien vue dans ce pays-là. Il est encore un peu arriéré, et puis certains Espagnols, non des moindres, ne se rendaient pas un compte exact de la masse du projectile comparée à celle de la Lune. Ils craignaient qu'il ne vînt à déranger son orbite, à la troubler dans son rôle de satellite et à provoquer sa chute à la surface du globe terrestre. Dans ce cas-là, il valait mieux s'abstenir, ce qu'ils firent. À quel réau près restait l'Angleterre? On connaît la méprisante antipathie avec laquelle elle accueillit la proposition Barbicane. Les Anglais n'ont qu'une seule et même âme pour les 25 millions d'habitants que renferme la Grande-Bretagne. Ils donnèrent à entendre que l'entreprise du Gun Club était contraire au principe de non-intervention et ils ne souscrivirent même pas pour un farcing. Je suis un Brin de France, bienvenue à toi Brin de France. Salut, est-ce que tu veux faire une collab avec... Une collab, alors moi je suis... voilà, je te laisse voir ça avec Martin. Mais bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. À cette nouvelle, le Gun Club se contenta de hausser les épaules et revint à sa grande affaire. Quand l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Pérou, le Chili, le Brésil, les provinces de la Plata, la Colombie, eurent pour leur quote-part versé entre ses mains la somme de 300 000 $, il se trouva à la tête d'un capital considérable. Donc voici le décompte. Souscription des États-Unis, 4 millions de $. Souscription étrangère, 1 446 675 $. Total, 5 446 675 $. D'accord, eh bien bienvenue sur ce live en tout cas. Bienvenue à toi ami. C'était donc 5 446 175 $ que le public versait dans la caisse du Gun Club. Que personne ne soit surpris de l'importance de la somme, les travaux de la fonte, du forage, de la maçonnerie, le transport des ouvriers, leur installation dans un pays presque inhabité, les constructions de fours et de bâtiments, l'outillage des usines, la poudre, le projectile, les faux frais devaient, suivant les devis, l'absorber à peu près tout entière. Certains coups de canon de la guerre fédérale sont revenus à 1 000 $. Celui du président Barbicane, unique dans les fastes de l'artillerie, pouvait bien coûter 5 000 fois plus. Le 20 octobre, un traité fut conclu avec l'usine de Cold Springs, près de New York, qui, pendant la guerre, avait fourni à Parrott ses meilleurs canons de fonte. Il fut stipulé entre les parties contractantes que l'usine de Cold Springs s'engageait à transporter à Tampa Town, dans la Floride méridionale, le matériel nécessaire pour la fonte de la Columbiade. Cette opération devait être terminée au plus tard le 15 octobre prochain et le canon livré en bon état sous peine d'une indemnité de 100 $ par jour jusqu'au moment où la Lune se présenterait dans les mêmes conditions. C'est-à-dire dans 18 ans et 11 jours, l'engagement des ouvriers, leur paie, les aménagements nécessaires incombaient à la compagnie de Cold Springs. Ce traité, fait double et de bonne foi, fut signé par Barbicane, président du Gun Club, et Jim Murchison, directeur de l'usine de Cold Springs, qui approuvèrent l'écriture de part et d'autre. Nous avons fini le chapitre 12.
merci à toi Martin, merci, tu me tiendras au courant. Ah, eh bien merci beaucoup Martin, merci. Je ne vais pas tarder à arrêter. Comme vous le savez, il y a une tradition. Ah, à chaque départ, à chaque fin de live, nous allons partir avec la lumière. Ah, cette lumière incroyable, cette lumière tant chaleureuse. Non, non, il a commencé tout à l'heure, il est revenu, il a refait un petit don de 10 €. Je l'ai banni immédiatement. Voilà, il ne reviendra plus embêter ce chat. Merci Bookie, merci du follow, merci à toi Bookie2, bienvenue. Malheureusement tu arrives à la fin de ce live, mais quel plaisir de te retrouver pour un autre un jour, pas de problème. Bonsoir à toi. Merci à tous d'avoir été là ce soir, merci à tous de m'avoir écouté lire. Merci à tous d'avoir entendu ma voix, d'avoir pris plaisir, d'avoir été parmi moi, parmi le chat. Que la nuit soit douce pour vous. Faites de beaux rêves. Endormez-vous paisiblement. Laissez-vous emporter par cette nuit douce. N'ayez pas peur du noir. N'ayez pas peur du silence. Le repos, le repos. Le repos de l'âme, le repos du corps. Il sera bon pour vous. Et demain est un autre jour. Demain, vous serez en pleine forme et je vous retrouverai et nous repartagerons de la relaxation, de la SMR que nous aimons. J'ai hâte, j'ai très très hâte. Sur cette flamme qui nous guidera pour mieux dormir.
je vous souhaite une bonne nuit. Une agréable nuit. Bonne soirée, bonne nuit à tous. C'était Yoromir. À bientôt.